Transhumanisme. Que signifie ce mot? Nous avons cherché quelle pouvait en être la définition, quel pouvait être le sens exact de ce terme et d'où il venait. Car en effet, jamais nous ne l'avions entendu. Ni à la radio, ni à la télévision, rien, pas même dans le dictionnaire. Abandonnant les livres, nous avons alors tenté la technologie moderne pour éclairer notre recherche. Transhumanisme. Ça y est, nous y sommes. Le transhumanisme est, dit-on, un mouvement culturel et intellectuel prônant l'usage des sciences et des techniques afin de développer les capacités physiques et mentales des êtres humains. Par ailleurs, on apprend plus loin que ce mouvement considère les affres de la condition humaine inutiles et indésirables. Comment placer l'homme face à l'explosion de la recherche médicale et technologique? Genèse de toutes ces questions, le désir au départ légitime de l'homme de lutter contre toutes les maladies. Cancer, myopathie, maladies orphelines, etc. Avec le temps, les NBIC faisant des progrès fulgurants, les ténors de la recherche ont glissé vers des fantasmes contraires aux lois naturelles, se forgeant notamment cette conviction. Le vieillissement, chose insupportable pour beaucoup de têtes pensantes, est une maladie. Ce que je sais, c'est que cette thèse, disons, cette assimilation du vieillissement à une maladie, ce qui n'est pas évident en soi, est relativement ancienne, quelques dizaines d'années déjà. Donc c'est pas, ça vient pas de sortir, si vous voulez. Et c'est effectivement là-dessus que reposent beaucoup de discours, pas forcément transhumanistes, mais qui consistent à vouloir lutter scientifiquement, biologiquement ou avec d'autres processus d'ingénierie, par exemple informatique, contre le vieillissement. Pour lutter contre le vieillissement, il faut le considérer comme une maladie. Et donc si c'est une maladie, ça vous rend d'une certaine manière légitime pour la soigner. Gabriel Dort a raison. Si vous considérez qu'il n'existe pas de loi naturelle inhérente à l'homme, si vous commencez à considérer le vieillissement comme une maladie, alors tout devient légitime. La foi de vos pères doit changer, les interdits d'hier qui étaient autant de chemins propres à canaliser la raison de l'homme sautent comme des verrous les uns après les autres. Dans cet univers du tout est possible parce qu'on peut le faire, ce n'est plus la raison qui commande, mais la folie qui dirige. Et lorsqu'on est détenteur et de la science et de potentiels financiers colossaux, pourquoi freiner ce qu'on appelle le progrès? Il semble évident que déjà, ce n'est plus l'humain qui est le centre du monde. L'évolution de nos technologies s'accélère de manière exponentielle. À Grenoble, des chercheurs ont mis au point un procédé révolutionnaire implanté au cœur du cerveau. Mécanicien d'un nouvel homme hybride, le professeur Benabid a créé le premier stimulateur cérébral. Des microélectrodes implantées profondément dans le cerveau en modifient le fonctionnement. En s'attaquant au cerveau, une science de plus en plus invasive pénètre au plus intime de l'humain. Alors sur cette vidéo, on voit un malade parkinsonien stade préopératoire à qui on est en train de faire des tests pour montrer à quel point il est handicapé. Il n'est pas capable de tenir debout tout seul. Le voici après l'intervention, mais le stimulateur n'est pas en marche. On voit que la main droite tremble. Mon collègue vient mettre en marche le stimulateur et on va voir que ce tremblement de la main droite va s'arrêter immédiatement.
On est en train de mettre en marche son stimulateur de l'autre côté. Et à ce moment-là, le malade se débloque, il va bouger ses jambes, il va remettre ses mains en place, il relève la tête, il marche tout à fait normalement, il balance les bras, ce que ne font pas les Parkinsoniens. Il fait un pas de valse pour montrer à quel point il est agile de ses jambes. Le fait d'arrêter le stimulateur vous ramène dans l'horreur identique. Et quand on redémarre à nouveau, le miracle survient. Même si ces résultats extraordinaires restent à être confirmés dans la durée, cet implant a fait le tour du monde. 40 000 personnes en sont déjà équipées. La zone à stimuler est minuscule, de la taille d'un grain de riz, et les réglages sont effectués à cerveau ouvert sur les patients pendant une opération qui dure une dizaine d'heures. Le principe de la stimulation profonde consiste à envoyer des ondes haute fréquence dans les zones du cerveau qui dysfonctionnent, soit pour les activer, soit pour les inhiber. La stimulation fait disparaître les symptômes de la maladie, mais ne la guérit pas. Finalement, nos systèmes neuronaux, ils ont toujours la même façon de ne pas aller bien. Ils se mettent à balbutier, à bégayer. Et la stimulation, tout ce qu'elle sait faire, c'est de venir secouer un petit peu tout ça et empêcher que ce bégaiement persiste. C'est exactement comme un brouillage radio. Alors à partir de ça, je ne vois pas comment on peut améliorer un fonctionnement normal parce que dans le type de stimulation qu'on utilise, on fait quelque chose de relativement grossier. Grossier peut-être, mais efficace. Peu à peu, les chercheurs trouvent d'autres applications à ce stimulateur. Comme les ondes peuvent inhiber le désir de manger, ils le testent actuellement pour traiter l'obésité. On l'utilise déjà pour soigner certaines dépressions graves ou des troubles obsessionnels compulsifs. Des électrodes peuvent désormais corriger notre comportement, normaliser nos intentions, modifier nos humeurs. Et la preuve est faite qu'on peut implanter au cœur du cerveau une interface homme-machine. À 1 heure de train de Londres, à l'université de Reading, la Silicon Valley britannique, un professeur de cybernétique en pleine santé a déjà commencé à transformer son propre corps. Preuve que l'idéologie transhumaniste s'est déjà répandue de ce côté de l'Atlantique. Je ne veux pas rester un simple humain. Je veux pouvoir m'améliorer, devenir un homme augmenté, un cyborg. Oui, c'est ce que j'aimerais être. La mutation de Kevin a débuté lorsqu'il s'est implanté une puce dans le bras pour commander la domotique de son labo. Il est devenu alors le premier cyborg volontaire au monde. Le premier implant que j'ai eu, c'est cette puce RFID, à identification par fréquence radio, que j'ai choisi d'insérer dans mon bras gauche de façon expérimentale. Elle permet à l'ordinateur de mon bâtiment de m'identifier en permanence. Quand je me déplace, les portes s'ouvrent, les lumières s'allument, et quand je passe devant la porte d'entrée, ça fait « Hello, Professor Warwick. » Beaucoup d'animaux portent cet implant aujourd'hui, mais j'ai été le premier humain à l'avoir. On pourrait l'utiliser comme un passeport pour les humains. J'adore être un cyborg. Quelques mois plus tard, Kevin décide d'aller plus loin. Il se fait implanter une deuxième puce dans le bras. Mais cette fois-ci, la puce est connectée directement à son propre système nerveux. Son objectif ? Commander à distance une main robotisée. 2 heures et quart d'opération extrêmement délicate, endurée avec le sourire et sous l'œil des caméras. Ça a pris 6 semaines pour apprendre à mon cerveau à reconnaître les nouvelles impulsions, pour mesurer la force de ma main robotisée. C'était comme un sens du toucher supplémentaire, un nouveau sens que mon cerveau ne connaissait pas encore. Voici Mowgli. Mowgli est un robot de recherche. Il a des caméras dans les yeux pour voir, des micros pour entendre, des sonars à ultrasons, un radar dans le nez et des capteurs infrarouges, ici.
Si dans le futur nous pouvons avoir des humains qui n'ont pas 5 sens, mais 20 ou plus, nous aurons une bien meilleure compréhension du monde. Voici une casquette de baseball ultrasonique. Elle est connectée à mon système nerveux via mon implant. Elle permet à mon cerveau de détecter les objets alentours grâce à des influx électriques. Je peux l'utiliser pour me déplacer en détectant les objets. C'est une vraie forme d'amélioration que tout le monde peut avoir. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est utiliser ceci pour marcher sans heurter quoi que ce soit. Il n'y a rien à droite, ce n'est pas à ma gauche, ce n'est pas à ma droite, c'est en face de moi, c'est la caméra. Kevin jalouse secrètement les machines. Aujourd'hui, c'est à ce robot extincteur d'incendie qu'il confie son rêve d'un avenir meilleur. Bienvenue. Tu as été très bien. Tu t'en sors bien mieux que moi, ça c'est sûr. Peut-être que dans le futur, quand nos corps devenus obèses nous empêcheront de nous déplacer, on se baladera dans de petits véhicules comme celui-ci, nos cerveaux contrôlant le monde autour de nous. Nos corps ne servent qu'à promener nos cerveaux, peut-être à avoir des relations sexuelles ou 2-3 choses comme ça. Mais si nous pouvions nous débarrasser de nos corps, ce serait très utile. On va effectivement avoir 2 espèces distinctes, les augmentés et les ordinaires, ou les naturels. Et je sais à quel groupe je veux appartenir. Je ne veux pas être dans le groupe de ces humains naturels et ennuyeux, aux capacités mentales limitées. Je veux être avec les intellectuels, les humains augmentés. Nous partons à Vienne, en Autriche, pour rencontrer Christian, le premier homme bionique d'Europe. En 2005, victime d'un choc électrique de 20 000 volts, Christian doit se faire amputer des 2 bras. Il décide de participer au programme de recherche du laboratoire de prothèses Autoboc. Comment va ton bras depuis la dernière fois? Il fonctionne très bien. Parfait. Sans problème. Il faudra 5 ans à une petite équipe pour mettre au point cette prothèse totalement inédite. Aujourd'hui, grâce à une puce capable d'effectuer plus de 500 millions de calculs à la seconde, le cerveau de Christian commande un bras à la fois artificiel et intelligent. Les signaux qui se forment dans le cerveau de Christian sont acheminés par les nerfs conducteurs jusqu'à la surface de la poitrine. Là, ils sont saisis par des capteurs ultrasensibles qui transforment ces signaux en signaux de commande pour la prothèse. Ces machines intégrées sont le premier pas vers le cyborg. Cet être robotisé, aux performances améliorées, qui hante l'imaginaire de la science-fiction depuis les années 60. Christian lui-même espère que ses bras artificiels lui donneront bientôt quelques super-pouvoirs. Je me réjouis déjà de pouvoir être un jour beaucoup plus fort, de porter des poids très lourds, comme Schwarzenegger dans Terminator. Tout cela va être possible à l'avenir. J'ai hâte de voir ça. Sans la puissance de l'armée américaine, les prothèses intelligentes de Christian n'auraient peut-être jamais vu le jour. Son ambitieux programme intitulé Revolutionizing Prosthetics est une conséquence directe des guerres menées par les États-Unis en Irak et en Afghanistan. Les militaires de retour du front, amputés des bras ou des jambes, se comptent aujourd'hui par centaines. L'objectif avoué est de leur permettre de retrouver leurs membres perdus, mais aussi de mettre au point des super soldats aux performances augmentées. Pour l'instant, les soldats doivent se contenter de cet exosquelette qui s'appelle Hulk, en référence à ce super-héros vert à la force surhumaine inventé dans les années 60. Cette structure robotique motorisée en titane permet aux soldats de porter 90 kg sans le moindre effort. Les soldats américains l'enfilent comme une armure pour combattre dans les montagnes afghanes. L'armée est en règle générale le ferment essentiel des développements technoscientifiques. On peut dire que
si on est naïf, qu'il s'agit là d'une espèce de philanthropie formidable. Cela étant, si on est un peu moins naïf, on s'aperçoit que la limite entre ce qui soigne et ce qui augmente est perdu de plus en plus de vue. Et tout ce qui est mobilisé pour soigner, pour soulager la souffrance, est mis immédiatement au service d'un projet consistant à augmenter, à transformer, à remodeler et finalement à faire advenir autre chose que de l'humain. C'est aux États-Unis que les scientifiques sont allés le plus loin. Des chercheurs de Boston ont entrouvert la porte vers une médecine d'amélioration. Pour sortir ce tétraplégique de son isolement, ils l'ont doté d'une fonction surhumaine, déplacer des objets par la pensée. 100 électrodes aussi fines qu'un cheveu ont été implantées dans son cortex moteur. Ces électrodes captent les signaux électriques émis par les neurones et les transmettent à un ordinateur. Pendant quelques mois, Matthew Nagle a pu jouer à des jeux vidéo, allumer et éteindre la lumière, zapper sur sa télé, avant que le risque d'infection n'oblige à lui ôter son implant. Je vais ouvrir mon premier mail. Il dit bravo, vous faites un beau boulot. Maintenant, je vais allumer la télé. Elle est allumée. Je vais changer de chaîne. Là, j'ai changé. Je recommence. C'est difficile à traduire avec des mots. J'utilise mon cerveau, je n'ai qu'à penser les choses. Je n'ai qu'à dire au curseur d'aller en haut à droite et je contrôle tout l'écran. C'est hallucinant. Nous savons implanter des puces dans le cerveau pour le stimuler et nous savons capter les signaux qu'il émet pour agir. Un ordinateur directement embarqué dans le cerveau sera-t-il la prochaine étape? Peut-on mettre un boîtier, un disque dur à l'intérieur du crâne pour enregistrer les informations et par exemple augmenter la mémoire? Alors la réponse est oui et non. Oui, on sait mettre dans le crâne des boîtiers électroniques comportant des éléments pourvu qu'ils soient suffisamment petits. Maintenant, est-ce que les informations qu'on acquiert sur ce disque dur, c'est une mémoire additionnelle comme un disque dur externe que je peux ensuite rebrancher? Bien, la réponse est non. Pourquoi c'est non? Parce que je ne sais pas où la rebrancher. Un simple problème de câblage nous séparerait d'un homme à la mémoire augmentée. Certains scientifiques prétendent que ce problème pourrait être résolu d'ici 5 à 10 ans. Je sais que ça paraît fou, mais les fondateurs de Google parlent déjà sérieusement d'avoir Google directement dans le cerveau, avec un implant. La première fois qu'ils en ont parlé, on a pensé qu'ils plaisantaient. Mais non, ils sont sérieux. Un jour peut-être, nous serons aussi démunis sans implant que nous le sommes aujourd'hui sans téléphone portable. Nos futurs employeurs exigeront de nous des cerveaux équipés des meilleurs logiciels. En Europe, l'idée fait peur, mais de l'autre côté de l'Atlantique, la question ne se pose déjà plus. La question n'est pas de savoir si, mais comment et quand. Nous connectons déjà des neurones humains à des puces d'ordinateur. Nous mettons déjà des implants dans les cerveaux humains. Et nous améliorons tout ça à un rythme de croissance exponentielle. Il y a tellement d'argent à se faire que les capitaux vont affluer à un rythme très rapide. Et cela va jeter de l'huile sur le feu. Les améliorations vont aller de plus en plus vite. Et lorsque cela arrivera quelque part dans le monde, les gens qui seront améliorés seront tellement avantagés que chacun se dira « Est-ce que moi aussi je peux avoir ça ?» Peter Diamandis est transhumaniste. Ce mouvement rassemble quelques milliers de personnes dans le monde, philosophes et scientifiques. Certains d'entre eux sont haut placés dans les institutions et les laboratoires de recherche américains. Depuis l'été dernier, ce lobby dispose même d'une université située sur le campus de la NASA dans la Silicon Valley. Comme tous les transhumanistes, Rod prépare l'évolution des plus riches d'entre nous vers une espèce humaine technologiquement augmentée
qui succédera à l'Homo sapiens. Aujourd'hui, c'est facile de distinguer l'humain de la machine, mais ça va vite devenir très flou. Vous allez commencer par des implants visuels et auditifs. Ensuite, vous allez avoir votre crise de la quarantaine. Et au lieu d'acheter une voiture de sport, vous allez vous offrir un cœur d'athlète pour avoir de meilleures performances sportives. Ça va commencer comme ça, par de petites améliorations. Et soudain, vous allez réaliser que vous êtes devenu plus artificiel que naturel. On ne peut plus tracer une frontière bien définie entre l'humain et la machine. Nous allons évoluer et nous allons changer ce qui nous sert à nous relier au monde, c'est-à-dire notre corps. Et c'est une bonne chose, c'est l'évolution. C'est simplement l'évolution artificielle. On enseigne ici à la crème des étudiants du monde que l'homme est une machine dont nous pourrons bientôt changer indéfiniment les pièces et que la mort est une maladie dont nos enfants guériront. Alors que nous comprenons ce qu'est le vieillissement, nous réalisons que c'est une calamité, une maladie. Petit à petit, nous considérons que ce que nous pensions inéluctable peut devenir un choix. Certains ne le feront pas. Très bien. Personne n'y sera obligé. Mais ceux qui seront partants, qui vivront plus longtemps, qui réussiront mieux dans la vie, vont, comme Darwin l'a démontré, prendre le pas et remplacer ceux qui ont refusé de changer. Nous passons d'une période d'évolution par sélection naturelle à une évolution dirigée de manière intelligente. Ce qu'il y a de radicalement nouveau, c'est la volonté de l'espèce humaine d'agir sur elle-même de manière rationnelle à partir d'un plan. Même si l'évolution a procédé par bricolage, sans plan préétabli justement, lorsque des êtres humains prétendent devenir les ingénieurs de cette histoire, il y a une sorte de démesure qui peut évidemment se retourner contre eux. On est en train de perdre toute naturalité dans notre espèce. Et au fond, la question c'est est-ce que l'espèce humaine, est-ce que les humains se sentent encore en prise avec la nature ou est-ce qu'ils croient qu'ils s'en sont totalement abstraits? Pour moi, c'est presque là le danger le plus grand. Si l'espèce humaine se sépare complètement de la nature, je pense qu'elle va à sa perte. Jarvis, you there? Voici l'extrait d'un film sorti en 2008. On y parle d'un inventeur de génie, transformé en homme-machine, un super-homme, un homme augmenté, modifié. Iron Man, Spider-Man, Robocop, Terminator. Au-delà du business et des recettes colossales générées par ces films, Iron Man a rapporté plus d'1 milliard de dollars, par exemple. Ces super productions américaines sont rarement le fruit et des fantasmes et des caprices d'un adulte, pas encore sorti de l'adolescence. Derrière ces films aux contours violents, se dissimulent le plus souvent des messages on ne peut plus clairs, et penser le contraire serait bien naïf. Fantastique de voir des machines américaines faire régner la paix hors de nos frontières. On va mettre un homme dans une machine. C'est bon, on le réveille. La succession de films et d'images toujours plus choquantes banalise le regard d'un public qui finit par s'habituer.
L'homme-machine n'existe peut-être pas encore, mais le développement des technologies est tel de nos jours qu'il fait presque froid dans le dos. It only picks up 2 muscle signals, really basically for opening and closing. But if you hold an object like a mobile phone like this, the hand detects the shape of the object through the